Bonjour à tous, c'est Portino, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la SDA JCE TV. Vous avez été plusieurs à demander à ce qu'on fasse une tier list des scénarios, donc je me suis exécuté. Le truc c'est que je me rappelle super mal des scénarios du jeu, je les trouve beaucoup moins faciles à distinguer de par leur titre et de leur mécanique que ce qu'il y a sur d'autres jeux comme Arkham ou Marvel où je l'identifie beaucoup plus facilement. Donc j'ai dû me refaire les scénarios à cause de vous. Et je vais faire cycle par cycle la tier list. Je pense que c'est mieux parce que sinon je vais commencer à sérieusement les confondre. Donc je me suis refait le cycle 1. Je vous remercie pas pour commencer la tier list. Et c'est une tier list en termes d'intérêt des scénarios. C'est pas une tier list en termes de difficulté, puisqu'a priori c'est ça que vous vouliez voir. Et donc ici, vous avez les 3 scénarios de la boîte de base, les 6 scénarios qui étaient sortis dans la foulée avec le cycle 1. Et puis on va avancer comme ça, cycle par cycle. Ce que je vais mettre en rang S, ce seront les meilleurs scénarios du jeu. Et évidemment, en D, je réserve les purges. Et puis au milieu, on aura un classement pour tous les autres scénarios. Donc, on va commencer tout de suite la tier list avec le premier scénario. Alors à côté de la tier list, on va un petit peu regarder de quoi il retourne. Donc le premier scénario qu'on avait, c'était en boîte de base, passage dans la forêt noire, qui n'est pas un scénario avec des mécaniques très mémorables. C'est vraiment un scénario d'introduction au jeu, évidemment. Et donc vous avez première étape de quête, il se passe rien. J'ai oublié de vous le dire, je vais spoiler les scénarios, puisque je vais un petit peu justifier pourquoi je donne tel rang à tel scénario. Donc évidemment, je vais un petit peu approfondir les mécaniques. Donc, mais vous voyez, première étape de quête, il se passait rien. Deuxième étape de quête, il se passait rien de particulier non plus. Et à la troisième étape de quête, c'était la particularité du premier scénario, on pouvait avoir deux possibilités qu'on choisissait au hasard. Soit on devait vaincre le rejeton d'Angoliante, soit on devait simplement terminer la quête en espérant que le rejeton d'Ungoliant ne soit pas en jeu. Donc en fait, il y avait une des deux étapes 3 qui nous disait que on devait aller chercher le rejeton et le tuer. Et l'autre qui nous disait, bah, si vous l'avez pas pioché, vous pouvez terminer. S'il est en jeu, il faut le tuer. Donc il y avait en fait de facto une étape 3 qui était plus facile que l'autre. Et donc le rejeton d'Ungoliant, bah, évidemment, si vous l'avez oublié, c'est cette espèce de machin avec des testicules en dessous du menton là, qui tapait à 5 et qui avait 9 points de vie, qui était assez effrayant en boîte de base, mais qui avec le temps évidemment fait plus peur à grand monde. Pareil pour les Vrombicornes qui étaient assez impressionnants au démarrage, mais avec toutes les solutions qu'on a eues par la suite, sont beaucoup moins impressionnants. Donc il n'y a pas grand-chose de particulier à dire sur ce scénario. Évidemment, c'est première rencontre avec à la merci du nécromancien. Mais à part ça, voilà, c'est un scénario qui fait le job d'introduction au jeu. Il est pas mémorable, il n'est pas mauvais non plus. Je vais le mettre en B, donc c'est un scénario moyen que plus personne ne rejoue, mais il fait bien ce qu'il est supposé faire. Deuxième scénario, le voyage le long de l'Anduin. Je trouve que ce scénario est un peu surcoté. Au début, c'était un scénario qu'on testait beaucoup enfin qu'on utilisait beaucoup pour tester les decks. Mais je pense qu'il y a de meilleurs scénarios pour faire ça aujourd'hui. Et en fait, il a un gros, comment dire, il a un gros biais ce scénario, c'est que vous avez évidemment, je pense que tout le monde s'en souvient aussi, le troll des collines engagé, enfin engagé non, en zone de cheminement au tour 1. Ce qui veut dire que ce scénario a très fortement traumatisé les joueurs sur la menace de départ, puisque c'est resté comme marqueur psychologique qu'il ne faut pas dépasser les 32 menaces au démarrage. En fait, quand vous faites abstraction de ce premier scénario, enfin de ce scénario de la boîte de base, ce marqueur de 32 menaces, il est un petit peu arbitraire. J'ai pas mal de decks qui commencent à 33-34 et j'ai aucun problème sur les autres scénarios que celui-ci très spécifiquement. Donc c'est un petit peu un marqueur arbitraire. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé du troll des collines, ben, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de mémorable sur le scénario parce que, voilà, mise en place à l'étape 1, il faut mettre en jeu le troll des collines et le vaincre pour passer à l'étape 2. Bon, ok, donc il y a un premier obstacle à gérer.
Deuxième étape de quête, on se retrouve avec une étape. Enfin, on est obligé de révéler 2 cartes de rencontre si on joue en solo à chaque phase de quête. C'est une carte supplémentaire. Donc c'est un double renforcement. Par contre, il n'y a pas de test d'engagement au combat à cette étape-là. Et puis sur la troisième étape de quête, on révèle plus de cartes et on doit juste tuer tous les ennemis. Donc mécaniquement, quand on regarde ce qui est sorti comme scénario par la suite, c'est pas exceptionnel non plus, je trouve. C'est un bon scénario à jouer quand on démarre sur le jeu, mais on retrouve quelques ennemis emblématiques du jeu parce qu'on va les réutiliser beaucoup dans les scénarios suivants, le troll des collines, le tireur embusqué gobelin, les wargs, etc. qui nous ont bien, tout cela nous ont bien cassé les pieds. Mais bon voilà, il n'y a pas là non plus, il n'y a pas grand chose de mémorable. Je peux juste dire un truc, c'est que dès la boîte de base, on voit qu'il y a des gros problèmes d'équilibrage sur le nombre de joueurs, par exemple avec cette traîtrise. Rassemblement nocturne, une fois révélé X cartes supplémentaires, X étant le nombre de joueurs dans la partie. En gros, si vous jouez en solo, cette carte elle vous dit juste il se passe rien et renfort. Et si vous jouez à 4, cette carte elle vous dit, vous révélez, vous faites quasiment un double renforcement. Donc c'est très mal équilibré évidemment comme, comme traîtrise et c'est quand même dommage en termes de design de ne pas avoir réfléchi à des cartes qui auraient des impacts complètement différents en fonction du nombre de joueurs. Vous verrez dans les cycles suivants que c'est encore pire que ça. Donc pas un mauvais scénario, mais pas mémorable non plus, je trouve. Donc traverser, non pardon, c'est pas traverser, j'oublie le nom des scénarios. Voyage le long de l'Anduin, je vais le mettre aussi en B. C'est pas phénoménal, mais il n'y a rien de particulièrement détestable dans ce scénario non plus. Et on arrive sur le dernier scénario de la boîte de base, la fameuse évasion de Dol Guldur. Si vous ne vous en rappelez pas, c'est que vous avez un PTSD et que vous avez préféré complètement oublier. Mais donc c'est un scénario qui est très difficile parce que il se passe 2 choses à la première étape de quête. La première chose, c'est que vous perdez un héros d'entrée de jeu, mais en plus de ça, vous ne pouvez jouer qu'un seul allié par tour pour l'ensemble de la table. Donc, si vous jouez à 3 ou à 4, c'est un seul allié pour tout le monde. Il y a des moyens d'un petit peu gruger cette mécanique qui sont sortis par la suite, par exemple Vilia ou une très bonne histoire qui ne consiste pas à jouer des alliés. Donc il y a des moyens un petit peu de contourner cette contrainte si vraiment on veut builder spécifique pour le scénario. Et une fois qu'on a dit ça, on va récupérer notre héros à la deuxième étape de quête. Il va y avoir, une fois qu'on aura récupéré notre troisième héros, ce petit monsieur, le Nazgûl de Dol Guldur, qui sera en zone de cheminement, qui est comment dire, il est pas si problématique que ça, parce qu'en fait, il ne tape entre guillemets que à 4. Alors vous voyez, quand il a une ombre, quand il a un effet d'ombre, on défausse un personnage, mais a priori, si vous gérez un minimum pour ne pas trop rapidement passer à l'étape 2, c'est-à-dire vous acceptez de jouer avec 2 héros et vous temporisez un maximum, en fait, il y a moyen de se débrouiller au moment où il entre en jeu pour le one-shot. Donc il n'est pas si problématique que ça, je trouve. Ce qui est justement un petit peu plus challengeant, c'est le fait qu'on va devoir, pour passer, récupérer les objectifs. Et il y a notamment un objectif qui nous dit qu'on doit monter de 2 notre menace à la fin de chaque tour. Et un autre objectif qui nous dit qu'à la fin de chaque tour, on doit mettre un dégât au héros auquel on aura choisi d'attacher ça. Donc il y a une pression quand même assez intéressante sur la menace. C'est un scénario qui est difficile, mais qui n'est pas, je trouve, injuste dans l'ensemble. Donc je ne sais plus s'il y avait une traîtrise qui nous disait qu'on devait remélanger, ou s'il y avait un effet de carte qui nous disait qu'on devait remélanger les objectifs dans le deck de rencontre. J'en vois pas, donc il me semble pas. Il me semble pas qu'il y avait un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Mais indépendamment de cet effet potentiel, je trouve que le scénario en fait est bien équilibré pour ce qu'il est supposé faire. Donc c'est pas un scénario pour les débutants, mais c'est un scénario que je trouve bon quand vous cherchez un peu de challenge. Donc en fait, Évasion de Dol Guldur, je vais le mettre en A. Je trouve que c'est vraiment
bien foutu. Il n'y a pas de, comme je vous dis, il y a pas de mécanique qui est bancale ou qui est déséquilibrée. C'est difficile, mais c'est faire comme scénario. Enfin, pour ce qu'il fait en tout cas. Par contre, on peut juste regretter que c'est un scénario qui était dans la boîte de base parce qu'il est beaucoup trop difficile pour les débutants du jeu. Alors, on arrive du coup sur les scénarios du cycle 1 et on commence avec le premier à la poursuite de Gollum. Donc là, les joueurs de l'édition révisée arrivent en terrain inconnu. Et on commence avec les mauvais scénarios. Enfin, quoique celui-ci, il n'est pas si mauvais que ça. Euh, En fait, c'est un scénario dans lequel on va mélanger des indices dans le deck de rencontre, je crois. Ou c'est pas celui-là, je confonds. Non, c'est ça. On va devoir mélanger des indices dans le deck de rencontre, mais je les vois pas. Voilà, c'est ça. C'est les traces de Gollum. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, à la première étape de quête, quand on obtient un succès de quête, on va devoir révéler une des 3 premières cartes du deck de rencontre. Donc, c'est pas si problématique que ça en fait, parce que ça va être un moyen d'aller chercher justement des indices, des traces de Gollum pour la suite. Euh, donc, parce que vous allez avoir besoin d'avoir un indice pour terminer la partie. Et en fait, comme vous choisissez une carte parmi 3 à révéler, il y en a quasiment systématiquement une des 3 qui va rien vous faire. Donc c'est pas problématique d'avoir un quasi double renforcement à chaque tour. À la deuxième étape de quête, vous voyez qu'on regarde les 2 premières cartes du deck de rencontre, on en choisit une qu'on place en zone de cheminement et on défausse l'autre. Donc c'est le même principe en fait, sauf que maintenant on choisit une carte en plus avant de révéler en étape de renforcement. Et on n'a plus le choix qu'entre 2 cartes au lieu de 3. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne se passe rien de plus. Et puis à l'étape 3, c'est le moment où les designers avaient décidé de commencer à faire des blagues. Puisque regardez, quand on révèle l'étape 3, on nous dit si vous ne contrôlez pas d'indice, vous ne pouvez pas engager de personnage dans la quête. Et si aucun héros n'a d'indice, vous retournez à l'étape précédente. Donc ça, c'est le genre de trucs qui sont, je trouve, en termes de design, à côté de la plaque. Parce que c'est du die and retry. C'est-à-dire que la première fois que vous le faites, vous passez à l'étape 3, vous dites bah, ok j'avance, et puis ah zut il faut retourner en arrière. Bah, une fois que vous le savez, il n'y a juste aucune raison de passer. Et évidemment, ça nuit beaucoup à la rejouabilité du scénario. C'est un scénario qui est très facile. Je vois ici sur SDA Builder, il a une note de 4 sur 10 en termes de difficulté. C'est-à-dire qu'on lui met la même note que pour le voyage le long de l'Anduin. Je trouve qu'il est même pas à ce niveau de difficulté-là. C'est un scénario qui est quand même très plat. Il se passe rien de particulier. Les ennemis, bah, vous voyez les ennemis, il y a des corbeaux de l'Est, il y a les gobelins des monts brumeux, et puis il y a 2 ennemis qui font rien. En fait, regardez les charognards là qui ont 1 d'attaque, et les chasseurs qui tapent à 2, potentiellement à 4, et c'est tout en fait. Donc vous avez des ennemis qui tapent à 1, à 2 et à 1. Donc, enfin, voilà, c'est super facile quoi. Et puis les traîtrises, bon bah il n'y a rien de particulier non plus dans les traîtrises. Vous commencez avec des effets sympas. Vous défaussez une ressource de la réserve de chaque héros, si possible. Bon voilà. Euh, c'est pas si méchant que ça en fait, hein. Ça vous fait défausser entre 1 et 3 ressources. C'est pas fou quoi. Et puis bah, vous retrouvez des cartes traîtrises de la boîte de base. Voilà, vous remélangez un indice dans le deck de rencontre. Donc il vous faut un indice pour terminer la partie sur ce scénario. Mais comme sur les 2 premières étapes de quête, en fait, vous allez chaque fois choisir des cartes du deck de rencontre, c'est très facile d'aller chercher des indices. Donc c'est un scénario que vous pouvez vraiment sans forcer terminer en 3-4 tours. Voilà, c'est pas terrible. Donc à la poursuite de Gollum, je vais le mettre en C. Il n'est pas catastrophique, mais il est pas intéressant non plus quoi. Alors, Conflit au Carrock, c'est un des scénarios emblématiques du cycle 1. Comment ça marche Conflit au Carrock? Vous avez 2 phases. Il faut être préparé pour pour la deuxième phase de nouveau, parce que si vous ne savez pas ce qui arrive, on revient sur cette notion de die and retry, bah, vous allez prendre cher. Première étape de quête, il faut juste quêter. Voilà. Et on vous dit que quand vous mettez le dernier marqueur, vous faites du Carrock le lieu actif. Et le Carrock, c'est un lieu unique qui est ici, qui nous dit que quand il est le lieu actif, tous les ennemis trolls gagnent plus 1 d'attaque et plus 1 de défense.
Et le truc, c'est que quand on va passer à l'étape 2, une fois révélé, on doit placer tous les ennemis uniques trolls qu'on avait mis de côté. Les ennemis uniques trolls, il y en a 4. Il y a Louis. Ils ont tous les mêmes stats, hein, donc 2 de menace, 4 d'attaque, 2 de défense, 10 points de vie, et ils ont tous un effet particulier quand ils attaquent. Et ils ont tous 34 de menace aussi, pardon. Donc Louis, quand il attaque, on monte notre menace de 3. Maurice, quand il est engagé avec nous, tous les trolls gagnent plus 1 d'attaque. Stuart, c'est la même chose, mais c'est plus 1 de défense pour tous les trolls. Et Rupert, il nous dit, quand il attaque, on mélange dans le deck de rencontre toutes les cartes mises en sac qui sont dans la pile de défausse. Et cette mécanique, c'est la grande mécanique qui a, je pense, traumatisé pas mal de joueurs, Shep y compris, puisqu'en fait, il y a une traîtrise qui s'appelle mise en sac. Alors, on en met une par joueur dans le deck de rencontre et qui nous dit qu'on doit la mettre sur un de nos héros quand elle est révélée. On ne peut pas l'annuler, cet effet. Et donc, le héros à qui on attache mise en sac, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas défendre, il ne peut pas aller en quête, il ne peut pas collecter de ressources et il ne peut pas déclencher son effet. En gros, c'est un plot, quoi. Jusque-là, ça va, parce que vous notez que sur chaque troll unique, il est écrit quand vous le vainquez, vous pouvez défausser une mise en sac. Donc il y a moyen de se débarrasser de cette traîtrise en tuant les ennemis. Sauf que le truc qui va traumatiser les joueurs qui ne connaissent pas le scénario, c'est l'autre traîtrise qui s'appelle rôti, lentement rôti, qui vous dit que vous détruisez tous les héros avec une mise en sac d'attaché. Ensuite, vous mélangez rôti, lentement rôti dans le deck de rencontre. Donc vous pouvez vous la retaper dans les tours qui arrivent. Si vous vous chopez une mise en sac, ça fait mal, quoi. Et c'est le plus gros reproche, cette carte, c'est le plus gros reproche que je pense on peut faire au scénario. Parce que ça, c'est quasiment une carte game over. Et en gros, vous perdez juste un héros. La mise en sac ne pouvant pas être annulée, ben, vous perdez l'utilisation d'un héros et vous ne pouvez rien y faire jusqu'à avoir vaincu un des trolls uniques. Mais donc il y a quand même une grande part d'aléatoire parce que ce lentement rôti, il y en a 2 dans le deck de rencontre. Si vous le piochez, ben, vous avez que vos yeux pour pleurer. Et si vous le piochez pas, le scénario, il faudra juste gérer les trolls. Enfin, juste, il faudra être préparé à gérer les trolls, mais ça génère une énorme variabilité, évidemment, d'avoir juste cette carte qui va complètement vous flinguer quand elle sort, si elle sort, et que vous avez une mise en sac. Donc, en termes d'équilibrage, de nouveau, il y a trop de variabilité dans le scénario, ça c'est quand même assez regrettable. Une fois qu'on a dit ça, ben, les trolls, la première fois que vous jouez le scénario comme d'habitude, vous allez être surpris parce que vous n'allez pas gérer votre menace. Vous allez passer à l'étape 2, vous serez à 35 ou 36. Et ben, vous allez avoir 4 trolls engagés avec vous, qui tapent à 5, qui défendent tous à 3, et qui vous font tous monter votre menace de 3 quand ils attaquent. Donc c'est l'enfer quand vous avez les 4 engagés en solo. Encore une fois, il y a une grande variabilité en fonction du nombre de joueurs, puisque si vous jouez à 4, chacun va en prendre un typiquement, et ça devient beaucoup plus facile à gérer. En solo, si vous passez à l'étape 2 en étant à 34 de menace ou plus, vous devez gérer 4 gros ennemis d'un coup. Mais donc quand vous connaissez le scénario évidemment, à partir de la deuxième tentative, vous allez vous adapter pour les gérer un par un pour ne pas monter votre menace à 34 ou 35 et du coup les prendre à tour de rôle pour pouvoir les flinguer au fil de l'eau. Donc c'est pas un mauvais scénario, il y a juste ce problème de lentement rôti qui vient un petit peu flinguer le tout. Le scénario, alors c'est vrai que je parle pas des cartes cauchemar. Je ferai probablement une vidéo à part sur les versions cauchemar des scénarios parce que il y en a beaucoup qui sont complètement changés par les cartes cauchemar. Mais donc en version de base, le conflit au Carrock n'est pas un mauvais scénario, je trouve, mais qui a quand même quelques défauts. Donc je vais le mettre en B. Voilà, c'est un scénario au final qui est moyen. Il a des qualités, il a des défauts, qui s'équilibrent. Ce que je mets en B, c'est des scénarios qui sont relativement plaisants à jouer. Donc, quand je dis moyen, ce sont pas des scénarios que je vais trouver mémorables, mais c'est pas des scénarios que je rechigne à jouer non plus. Alors, on arrive, puisqu'on parle de rechigner, au fameux voyage à Rosgobel. Je hais ce scénario. Je le hais complètement.
Pour ceux qui ne connaissent pas le voyage à Rosgobel, vous commencez avec Williador, un aigle, un allié aigle en jeu. À la fin de chaque tour, vous devez mettre 2 dégâts à Williador, il a 20 points de vie. Et s'il quitte le jeu, on a perdu. Quand on soigne Williador par un effet de carte, on peut le soigner de maximum 5 dégâts à la fois. Jusque-là, ça va. Maintenant, on va regarder la quête. Première étape de quête, on doit mettre la carte Rosgobel en jeu. Et Williador commence direct avec 2 dégâts sur lui. Mais Rosgobel, le lieu Rosgobel qui est ici, nous dit, tant qu'il est en zone de cheminement, et il commence en zone de cheminement, Williador ne peut pas être soigné. Donc il prend 2 dégâts par tour, on ne peut pas le soigner. Et quand il a plus de points de vie, on a perdu. Pour pouvoir voyager vers Rosgobel, on doit passer la première étape de quête. Une fois qu'on a passé la première étape de quête, où il ne se passe rien de particulier, à la deuxième étape de quête, je vous laisse regarder le texte. Au début de la phase de quête, le premier joueur peut placer des marqueurs de dégâts sur Williador pour regarder les 3 premières cartes du deck de rencontre. Et révéler et placer une de ces cartes en zone de cheminement en défaussant les autres. X est le nombre de joueurs dans la partie. Donc il prend déjà 2 dégâts par tour et vous avez le droit de lui mettre un 3e dégât par tour en solo pour choisir une des 3 premières cartes du deck de rencontre et la mettre en jeu. Pourquoi vous feriez ça? Quand vous jouez le scénario pour la première fois, vous ne comprenez pas pourquoi vous auriez envie de faire ça. Et donc vous allez avancer, vous allez vous dire, bon ben c'est pas grave, je rush, puisque si Williador a plus de points de vie, on a perdu, et par définition, j'ai que 9 tours pour terminer, sauf si je parviens à... sauf si je parviens à le soigner. Mais le truc, c'est que, regardez maintenant le deuxième effet sur la quête, quand un effet de carte soigne Williador, retirez cette carte de la partie. Donc vous jouez avec Yoret pour soigner Williador de 3 dégâts, Yoret s'en va. Et vous ne pouvez pas utiliser les cartes qui vous permettent de soigner, comme la Télas par exemple, de soigner tous les dégâts de Williador, puisque c'est maximum 5 dégâts à la fois. Bon ben vous vous dites c'est pas grave parce que je vais le soigner de temps en temps et je vais avancer. Et puis maintenant vous avez la dernière étape de quête qui est... Enfin c'est vraiment une idée de merde. Regardez la 3e étape de quête. Une fois révélé, soignez 5 blessures sur Williador pour chaque Atelas que les joueurs contrôlent. Si Williador est complètement soigné, quand cet effet est résolu, Williador survit et les joueurs ont gagné la partie, sinon vous avez perdu. Donc vous arrivez sur la 3e étape. Williador a encore des dégâts, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, vous avez juste perdu en révélant la 3e étape. C'est nul. C'est juste nul en fait. Et donc, vous voyez qu'en première étape de quête, vous n'avez pas le droit de le soigner. Il n'y a pas d'étape 3 en fait, c'est une fausse étape 3. C'est juste une petite blague des développeurs, cette étape 3, pour vous surprendre la première fois. Et donc en fait, il n'y a que la première étape où on n'a pas le droit de le soigner, et la deuxième étape où on peut le soigner, mais chaque fois qu'on le soigne, on perd la carte de soin. Et tout ça avec un chrono. Et donc évidemment, le truc, c'est d'aller chercher des Atelas, ces cartes-là dans le deck de rencontre. C'est pour ça que vous avez envie de mettre des dégâts supplémentaires à Williador. Il y a 4 Atelas dans le deck de rencontre. Si vous parvenez avec le timer à trouver les 4 Atelas, vous avez gagné. Puisque vous allez soigner 4 x 5 dégâts sur Williador, donc par définition, vous aurez gagné, il n'a que 20 points de vie. Mais le truc, c'est que il n'y a que 4 Atelas dans le deck de rencontre. Et que vous révélez une carte, vous pouvez aller en chercher une deuxième par tour si vous voulez, dans le deck de rencontre. Mais vous le faites au prix de dégâts supplémentaires, donc en fait vous révélez une deuxième carte, mais d'un autre côté, vous accélérez le compte à rebours aussi. Et pour vous donner une idée, c'est un scénario que vous êtes quasiment impossible de gagner. Je dis bien quasiment, oui c'est possible, mais quasiment impossible de gagner sans avoir un deck que vous avez construit spécifiquement pour le scénario. Et c'est un des 2 seuls scénarios, non pas un des 2 seuls, un des 3 ou 4 seuls scénarios du jeu qui n'est pas possible de gagner sans faire un build spécifique. Pour moi qui dit build spécifique, pour un scénario, dit mort du fun. J'ai pas du tout envie de faire un deck juste pour gagner un scénario.
J'ai envie de faire un deck qui tourne, qui est autosuffisant et que je peux utiliser sur plusieurs scénarios. Si tous les scénarios du jeu étaient comme ça, euh, j'aurais juste brûlé ma boîte du Seigneur des Anneaux. Donc le problème, c'est que la Télas, alors j'avais fait un moment le petit test, j'avais joué Rose Gobel une vingtaine de fois de suite, parce que je suis complètement maso. Et je n'ai à aucun moment réussi à révéler plus d'un Atelas. Donc, si vous n'avez pas un deck spécifique, c'est quasiment impossible. Alors, il y a une petite méthode que Roxor vous dira d'utiliser, c'est en fait, à l'étape 1, tant que Rose Gobel est dans la zone de cheminement, vous ne pouvez pas soigner Williador. Il faut trouver un moyen de virer Rose Gobel ou de voyager vers Rose Gobel sans l'effet, enfin d'aller vers Rose Gobel sans l'effet trajet. On doit passer la première étape pour voyager, mais si vous employez une voyageuse de la route de l'Ouest et que vous swappez Rose Gobel avec un autre lieu, vous pouvez explorer Rose Gobel et du coup vous avez le droit de soigner Williador à l'étape 1, ce qui veut dire que vous ne perdez pas vos cartes de soins en faisant ça. Ou alors vous utilisez des trucs comme Méneldor ou des trackers du Nord pour mettre des marqueurs sur Rose Gobel et du coup l'explorer pendant qu'il est en zone de cheminement. Mais il faut que vous piochez les cartes qui vous intéressent pour y arriver. Je parle de Méneldor. Méneldor, il met 2 marqueurs quand il entre en jeu, 2 marqueurs quand il part. Si vous piochez pas Méneldor et que vous ne trouvez pas un moyen de le virer du jeu, rappelez-vous, hein, Williador, il prend 2 dégâts par tour, donc le chrono tourne, quoi. Donc, si vous dites c'est ça votre solution, en fait vous allez devoir builder votre deck pour être sûr de trouver les cartes correspondantes le plus vite possible. Donc c'est pas du build spécifique, mais quasi, quoi. Donc, c'est pas un scénario, c'est un scénario qui est pour moi raté. Il n'est pas intéressant à jouer. On va juste s'amuser à soigner Williador. Je sais qu'il y a des joueurs qui apprécient ce scénario. Moi, je le déteste complètement. Donc, Rose Gobel, tu vas en tirer des et sans aucune hésitation. Alors, les collines d'Émine Muil. Alors, comment est-ce que ça marche les collines d'Émine Muil? Vous avez une seule étape de quête. Et en mise en place, vous devez mettre 2 lieux en zone de cheminement. C'est Amon N et Amon Lo, qui sont ces lieux-là. Amon N qui nous dit que quand c'est le lieu actif, on ne peut pas jouer d'événement. Et Amon Lo qui nous dit, tant que c'est le lieu actif, tous les attachements perdent le texte imprimé dans leur boîte de texte. Jusque-là, ok, pourquoi pas. Le truc, c'est que l'étape de quête, vous voyez qu'il ne faut mettre qu'un seul marqueur dessus, mais on ne peut pas passer cette étape tant que un des 2 lieux que je viens de citer est en jeu, mais surtout, on ne peut pas passer, donc on ne gagne pas la partie, on ne peut pas gagner la partie, tant qu'on n'a pas obtenu au moins 20 points de victoire. Les 2 lieux ont 5 points de victoire chacun. Donc ça fait 10, vous allez explorer les 2 lieux, ça vous fait 10 points de victoire, il faut 10 points de victoire supplémentaires. Et en fait, tous les autres lieux ont des points de victoire, mais ils n'en ont pas 5. Enfin, à part le col du nécromancien et la rivière enchantée qui sont des lieux de la boîte de base. Vous avez par exemple les hautes terres qui ont 1 point de victoire. Vous avez la grande corniche qui a 2 points de victoire. Donc vous faites le compte. Vous allez voyager typiquement vers les 2 lieux là parce qu'il ne peut pas rester de lieux émis 1000 en jeu, donc il faut absolument les explorer. Ça vous fait 10 points de victoire. Et puis il vous faut encore 10 autres points de victoire, sachant que vous voyez 3 points, 3 points, 3 points, 2 points, 2 points, 1 point. Donc en pratique, vous allez avoir probablement besoin d'explorer en moyenne 5 autres lieux pour terminer le scénario. Donc le scénario, c'est comme s'il vous disait, vous devez avoir exploré 7 lieux à point de victoire pour gagner la partie. Et là où c'est problématique, c'est que si vous jouez en solo, on parle encore une fois d'équilibrage, vous ne révélez qu'une carte par tour. Alors vous avez un forcé sur l'étape de quête. Il est mis, s'il n'y a pas de lieu en zone de cheminement, la première traîtrise révélée en phase de quête gagne renfort. Sauf que j'ai peut-être pas de bol, mais soit je révèle dans ces cas-là un ennemi, et donc je révèle juste un ennemi, et j'ai perdu un tour, puisque moi tout ce que je veux c'est avoir des lieux pour 20 points de victoire pour gagner. Soit je révèle une traîtrise, qui a donc renfort, et je révèle une deuxième traîtrise dans la foulée.
Donc ça m'a pas servi à grand chose non plus. Il faut que vous ayez des lieux, mais la mécanique pour vous faire accélérer le deck de rencontre ne fonctionne pas bien. Si vous regardez la répartition des cartes qu'on a ici en mode normal, vous voyez qu'on a 12 ennemis, 21 lieux, pardon, 22 lieux et 21 traîtrises. Donc ça veut dire qu'on a 40% à peu près du deck de rencontre qui est occupé par des lieux. Mais comme les lieux ont des points de victoire, vous allez les virer au fur et à mesure. Donc il y a quand même une certaine part de variabilité dans le scénario et ça peut durer juste pour le principe de durée. C'est ça que je reproche à ce scénario. Encore une fois, vous regardez les ennemis, ça attaque à 1, ça attaque à 1, ça attaque à 3, c'est le maître des bêtes de Dol Guldur qu'on connaît, le chef Ouftak qu'on connaît de la boîte de base, les orques de Dol Guldur, donc il n'y a pas d'ennemis particulièrement intéressants, et les lieux ici, une fois qu'on a géré les deux lieux de départ, ils ne sont pas particulièrement intéressants non plus. Tant que le mur est du rang et le lieu actif, jouer des personnages non rang coûte 2 ressources adéquates supplémentaires. Bon. En gros, ça c'est un lieu vers lequel vous allez voyager au moment où vous n'avez plus besoin de jouer d'alliés par exemple. Les hautes terres, ça vous dit, voilà, c'est 1 de menace, un point pour l'explorer. Vous révélez la première carte du deck de rencontre pour voyager vers ce lieu. Bon, c'est pas très, je veux dire, il n'y a pas de mécanique qui est particulièrement intéressante ou spécifique sur ce scénario. Ça peut durer parce que vous attendez les lieux, mais il y a un deuxième gros problème sur ce scénario, et on va commencer à parler des cartes qui font plaisir à Shep et à Orakis. Éboulement, qui est une traîtrise. Une fois révélée, infligez 2 points de dégâts à chaque personnage engagé dans une quête. 2 points de dégâts. Et l'effet d'ombre est très sympa aussi. Retirez le personnage défenseur du combat. Cette attaque est considérée sans défense. Des éboulements, il y en a 3 dans le deck de rencontre. Virgule. En plus des 3 à l'année merci du nécromancien. Donc, vous faites le compte. Il y a 50 cartes dans le deck de rencontre, dont 6, plus de 10%, qui vous rasent la table. Éboulement, c'est à la merci du nécromancien en pire, avec un effet d'ombre infâme. J'ai refait le scénario quelques fois, l'éboulement, je l'ai eu à chaque fois. J'ai peut-être pas eu de bol, mais soit en effet d'ombre, soit en effet une fois révélé, je l'ai eu à chaque fois, au moins 2 fois. Donc, c'est des cartes qui sont... je vais encore une fois me répéter. Quand vous êtes obligé de jouer, tester sa volonté, ou ici en l'occurrence quand vous voyez l'ombre, quand vous êtes obligé d'utiliser un effet qui annule l'ombre, c'est du mauvais design. Il n'y a pas moyen de s'adapter à ça. Si vous prenez un ennemi comme le chef Ouftak, qui tape à 5, et que vous prenez l'éboulement comme effet d'ombre, ben vous avez 5 dégâts sans défense. En plus d'avoir perdu le défenseur, hein, je vous rappelle, donc vous défendez avec un héros, c'est surtout ça qui est horrible. Vous défendez avec un héros, le héros s'en va, et en plus de ça, vous prenez une attaque sans défense sur un deuxième héros. Bon, bah, c'est très sympa quoi. Très sympa quand vous jouez des decks 3 chasseurs et que vous avez juste 3 héros et pas d'alliés par exemple. Donc, bah, ce scénario est juste... c'est un des pires scénarios du jeu. Pour moi, c'est un des pires scénarios du jeu. Il est inintéressant. La durée de la partie peut être d'une variabilité complètement stupide parce que vous révélez pas de lieu, donc vous attendez juste que les lieux arrivent. Les ennemis ne vous challengent pas vraiment pendant ce temps-là, et puis vous avez des traîtrises qui viennent vous raser la table en plein milieu. Donc les collines des Mines-Muiles, c'est le pire scénario du cycle 1, sans aucune hésitation. Je le considère encore pire que Rosgobel, que je déteste. Donc ça vous donne un petit peu le niveau. Les Marais des Morts, ça permet aussi aux joueurs de l'édition révisée de voir ce qu'ils ratent, hein, et qui n'a pas été réédité. Les Marais des Morts. Alors, les Marais des Morts. Vous devez aller chercher Gollum et le mettre en zone de cheminement en début de partie. Gollum, il est là. Et Gollum, il nous dit qu'on doit faire des tests d'évasion à la fin de la phase de quête. Ça fonctionne comment un test d'évasion? En fait, on doit incliner un de nos persos et on va compter sa volonté que l'on va comparer à la valeur d'évasion d'une carte de rencontre qu'on va
qu'on va pas révéler, qu'on va défausser. Par exemple ici, vous voyez sur la tourbière infranchissable, en dessous il est écrit évasion 2. Donc si on a un personnage, si le personnage qu'on a choisi d'incliner a une volonté supérieure à 2, on réussit le test d'évasion. Sinon, si on a 2 ou moins, on rate le test d'évasion. Donc Gollum va nous dire que chaque fois qu'on rate un test d'évasion, on met 2 marqueurs sur lui, et s'il a 8 marqueurs, on le remélange dans le deck de rencontre. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un personnage qui est très fort, puisque quand vous égalisez, euh, vous ratez. Donc il faut être strictement supérieur. Sachant que les évasions peuvent monter jusqu'à... Bon, alors ça c'est le cauchemar, hein, donc ça je ne vais pas montrer le cauchemar, mais qui peuvent monter jusqu'à 4. Non, il y a même 5, hein, voilà. Les lueurs des morts, ça peut monter à 5. Euh, donc ça peut, il y en a, voilà, il y a 4 cartes qui ont 5 en évasion. Et il y a 3 cartes qui ont 4 en évasion dans le deck de rencontre, sachant que le deck de rencontre, vous voyez, comprend un peu plus de 50 cartes. Donc vous avez un peu plus d'une chance sur 10, à peu près 15% de chance, entre 10 et 15% de chance de vous prendre une évasion 4 ou 5. Donc évidemment, si vous n'avez pas boosté la volonté du personnage que vous avez choisi, c'est impossible de réussir au départ ces tests-là. Une fois qu'on a dit ça, donc on va devoir faire un test d'évasion à tous les tours. Et c'est à peu près tout. Vous voyez, à l'étape 1, il ne se passe rien d'autre. Et puis à l'étape 2, l'étape 2, il faut mettre seulement 3 marqueurs. Et une fois que l'étape est passée, on va de nouveau faire un test d'évasion. Et si on a... alors attention, on fait un test d'évasion en distribuant une carte de rencontre pour chaque marqueur de ressources sur Gollum. Et si on rate, Gollum n'est pas capturé, on réinitialise le deck de quête à l'étape 1B. Donc on revient en arrière. Donc, ce scénario, si vous utilisez un héros qui a une très forte volonté pour les tests d'évasion. Par exemple, je vous donne au hasard, vous utilisez Galadriel. Vous n'inclinez pas Galadriel pour sa capa, vous la gardez pour les tests d'évasion. Vous allez faire des tests à 4 à tous les tours. Ben, vous allez très sûrement gagner, enfin réussir l'ensemble des tests d'évasion. Donc vous allez arriver à l'étape 2, il y a 0 marqueur de ressources sur notre ami Gollum. Et donc vous devez distribuer une carte du deck de rencontre pour chaque marqueur de ressources sur Gollum. Sauf que s'il a 0 marqueur, ben vous révélez, vous distribuez 0 carte, donc évidemment vous gagnez. Si par contre vous vous retrouvez à avoir de la malchance et avoir fait des tests d'évasion, même avec un héros à la Galadriel, où il y avait 4 ou 5 sur la carte que vous avez révélée, ben là vous allez devoir vous distribuer 2, 4, 6 cartes. Et réussir le test d'évasion dans ce cas-là va commencer à être très aléatoire. Le problème c'est que du coup vous revenez en arrière, et quand il y a 8 marqueurs de ressources sur Gollum, c'est ça le gros problème du scénario, on le remélange dans le deck de rencontre. Donc de deux choses l'une, soit vous réussissez tous les tests et ça va super vite, parce que vous mettez 0 ressources, vous rushez, vous réussissez, vous quêtez très fort et c'est terminé. Soit vous ratez vos tests et là bah, vous êtes parti pour la gloire, et quand vous remélangez Gollum dans le deck de rencontre, bah, on en arrive à des gros problèmes de design du début du cycle, c'est-à-dire que Gollum, s'il est défaussé en nombre, il est juste défaussé. Il faut attendre que Gollum, qui a été remélangé dans le deck de rencontre, soit révélé au moment de l'étape de renforcement pour pouvoir faire quelque chose. Vous n'avez pas de moyen d'aller rechercher Gollum directement. Donc, gros problème d'équilibrage sur ce scénario, euh, qui n'est pas très intéressant. Il n'est pas aussi catastrophique que les collines des Mines-Mules, mais il y a à nouveau ce problème très classique qu'on a sur les premiers scénarios du jeu, problème de variabilité. Vous pouvez avoir des traîtrises comme ça qui vous demandent de faire des tests d'évasion en distribuant 2 cartes du deck de rencontre pour chaque test. Et si vous ratez, vous devez mettre des marqueurs de ressources sur Gollum. Donc il y a quelques cartes supplémentaires qui sont là pour... voilà, vous devez faire un test d'évasion. Il y a plusieurs cartes qui vont vous demander de faire des tests, encore un, dans la brume. Beaucoup de variabilité. Pas très intéressant de nouveau en termes de mécanique. Cette idée de test d'évasion. Donc, les marais des morts, je vais le mettre en tier C. Euh,
voilà, pas un scénario sur lequel je m'amuse quand on me demande de jouer dessus. Et je vous remercie encore une fois. Et on arrive sur le dernier scénario du cycle 1. C'est le retour à la forêt noire. Et Gollum est de nouveau là. Ils avaient absolument envie de caser Gollum au début. Alors comment ça marche cette fois-ci? Vous avez une première étape de quête qui vous dit que vous devez choisir Gollum. Et il va falloir garder Gollum pour le reste de la partie. Gollum, il nous dit un truc, c'est que, voilà, quand vous faites une attaque sans défense, vous mettez des dégâts sur lui, et évidemment, s'il quitte le jeu, vous avez perdu. Mais surtout, à la fin du tour, vous devez monter de 3 votre menace, si c'est vous qui gardez Gollum. Et ensuite, vous pouvez choisir un autre joueur pour garder Gollum. Donc on en revient toujours au même problème. L'équilibrage, enfin au même type de problème, vous voyez que c'est les mêmes problèmes qui se répètent. Euh, en solo, en fait, cette carte vous dit, au lieu de monter votre menace de 1 à tous les tours, vous la montez de 4. Et en multi, vous allez vous passer Gollum, donc ça va être beaucoup plus facile à gérer. Donc c'est pas du tout la même expérience en fonction du nombre de joueurs. Il se passe rien de particulier à l'étape 1. À l'étape 2, on nous dit le joueur qui garde Gollum ne peut pas engager de personnage dans la quête, sauf s'il est tout seul. Donc encore une fois, si vous êtes seul, ce texte ne vous dit rien. Ce texte, pardon, ne vous dit rien. Si vous êtes à 4, on vous dit simplement qu'il y a un des 4 joueurs qui ne peut pas partir en quête. Sauf que quand vous êtes en multi, c'est beaucoup plus facile de dire qu'il y a un personnage il y a un des joueurs qui va gérer le combat et un autre ou plusieurs qui vont gérer la quête. Donc c'est vraiment pas problématique. Le texte en dessous vous dit si vous obtenez un échec de quête, vous perdez la partie à l'étape 2. Mais normalement, là, vous avez déjà passé une étape, ça ne devrait pas vous arriver. À l'étape 3, regardez, on nous dit autre chose maintenant. Le joueur qui garde Gollum ne peut pas jouer de carte de sa main, mais si vous êtes à l'étape 3, vous avez déjà passé 2 étapes de quête, vous vous êtes déjà mis en place. Donc, en fait, on vous dit pendant 1 ou 2 tours, vous ne pouvez pas jouer de cartes, pourquoi pas. Et à la dernière étape de quête, on nous dit simplement euh, au début de la phase de combat, tous les ennemis en jeu engagent le joueur qui garde Gollum, et si vous passez cette étape, vous avez gagné, sachant qu'il faut tuer tous les ennemis pour passer. Si vous avez nettoyé le board au fur et à mesure, évidemment, c'est loin d'être problématique. Si vous jouez en solo, on va vous dire que si vous avez révélé un ennemi, il va vous engager. Si vous êtes en multi, tous les ennemis vont venir sur un joueur en particulier. Mais comme vous pouvez vous passer Gollum, vous pouvez gérer sans grand problème qui est le joueur qui va devoir se prendre tous les ennemis. Sachant que comme vous pouvez vous passer Gollum d'un tour à l'autre, si le joueur n'a pas tué tous les ennemis, vous pouvez passer Gollum à quelqu'un d'autre et c'est cet autre joueur qui va gérer les ennemis. Donc c'est pas un scénario. Donc, je vous montre les ennemis. Hein. Il y a tous nos ennemis de la boîte de base là qu'on reconnaît. Puis il y a quelques ennemis supplémentaires avec des trucs sympas. Hein. Quand les chauves-souris de la forêt noire engagent au combat un joueur, infligez un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur gardant Gollum. C'est à la merci du nécromancien plus ce truc-là. Ils ont 22 de menaces, donc ils engageront. Et vous avez surtout cette carte absolument infâme, Atercop, qui est en 3 exemplaires dans le deck de rencontre. Qui nous dit, vous voyez que ça tape à 8, ça a 6 points de vie, 4 de défense, le machin. Au début de la phase de rencontre, Atercop engage automatiquement au combat le joueur gardant Gollum, quel que soit son niveau de menace. Donc le 44 de menace ne veut rien dire. Ça tape à 8. Voilà. Et il faut taper à 10 pour le tuer. Donc si, comme ça m'est déjà arrivé, vous vous retrouvez à révéler Atercop en mise en place, voilà, hein, donc mise en place, révéler une carte par joueur du deck de rencontre, vous révélez ça en mise en place. Dès le tour 1, vous avez un ennemi qui tape à 8 qui va rester engagé au combat avec vous. Voilà, très sympa. Donc ça, de nouveau, en termes d'équilibrage, c'est raté, quoi. Hein. Je veux dire, un ennemi qui tape à 8 qui vous engage d'office, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous révélez ça en début de partie, cette carte, elle vous dit juste, vous perdez un personnage par tour, quoi. Donc, voilà, pas intéressant. Pas intéressant, malheureusement, c'est raté. Donc, en fait, il y a 2 choses dans ce scénario.
Gollum qui va vous faire monter votre menace, et donc en solo, c'est un gros challenge de ce point de vue-là. Et puis il y a Atercop Atercop. Si vous ne révélez pas Atercop Atercop, ben, le scénario, en fait, il est très plat. Il se passe pas grand-chose sans Atercop Atercop. Notez que vous montez votre menace, donc lui, là, le troll des collines, il vous engagera, quoi qu'il arrive, mais bon, vous le connaissez déjà. Mais il y a surtout cet ennemi-là qui va... si Atercop Atercop rentre en jeu, c'est pas la même partie que si Atercop Atercop ne rentre pas en jeu. Il y a deux scénarios différents, quoi. Je vous laisse aussi regarder Morsure de Gollum qui est très sympa. Une fois révélé, infliger 4 points de dégâts à un héros contrôlé par le joueur gardant Gollum. Donc si vous n'avez pas un personnage à la Aragorn qui a 5 points de vie, cette carte elle vous dit vous perdez un héros, typiquement. Donc, ou si vous n'avez pas boosté les points de vie d'un de vos héros qui avait 4 ou moins en début de partie, ben c'est encore une carte qui vous flingue complètement ça, la morsure de Gollum. Donc c'est pas un scénario... voilà, augmenter de 8 le niveau de menace du joueur qui garde Gollum. Voilà, donc plus 8 de menace. Sympa. Donc voilà, il y a quelques cartes qui viennent vraiment vous flinguer. Il y a Atercop Atercop, il y a la morsure de Gollum. Si ça tombe au mauvais moment, la douleur de Gollum, ça peut vous ruiner la partie aussi. Donc c'est un scénario qui est mal équilibré. C'est dommage, je trouve, parce que une fois qu'on retire Atercop Atercop, une fois qu'on retire la morsure de Gollum, ben, je trouve que c'est pas si mal que ça, en fait, le fait que si vous avez Gollum, vous pouvez pas aller en quête. Si vous avez Gollum, vous pouvez pas jouer de, vous ne pouvez pas jouer de cartes. Et à la fin, si vous avez Gollum, vous vous chopez tous les ennemis. En multi, c'est pas mal du tout, parce que ça va vraiment permettre de se passer Gollum et de gérer. Mais en solo, bah, c'est intéressant d'avoir le challenge de la menace, mais la morsure de Gollum et Atercop peut vous flinguer l'expérience. Donc malheureusement, il y avait du potentiel pour que ça soit un bon scénario, mais je vais le mettre en C. Euh, Parce que voilà, trop de problèmes d'équilibrage sur le scénario. Donc si on fait le bilan sur ce cycle 1 et boîte de base, aucun scénario dans le S-tier. Donc vous avez bien compris que c'est loin d'être un cycle mémorable. Je mets un scénario en tier A, c'est l'évasion de Dol Guldur de la boîte de base. Et puis les deux autres bons scénarios que je vois sur le cycle 1, c'est les autres scénarios de la boîte de base, à côté de Conflit au Carrock. Ça, c'est les scénarios que je mets dans la moyenne. Et puis vous voyez que tout le reste du cycle 1, pour moi, c'est raté, voire à brûler. Euh, donc voilà, si vous êtes joueur de l'édition révisée, et vous voyez la possibilité d'acheter des scénarios du cycle 1 en occasion à, comme on le voit de plus en plus, 25-30 euros le pack, ben, pense pas que ça vaut vraiment la peine. Surtout que les cartes joueurs de ce cycle 1, qui sont les plus intéressantes, ont pour la plupart été rééditées dans les packs de démarrage de l'édition révisée. Donc voilà, vous ratez pas grand chose, en tout cas sur la partie scénario. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce levé en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi si vous êtes complètement en désaccord avec mes choix. On se retrouvera très bientôt pour la tier list du cycle 2 du coup, et je n'ai pas du tout hâte de rejouer le cycle 2, bande de salauds. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!